Bonsoir, merci de votre fidélité à Canal 3 Bénin, à la une. L'espérance à la FIA attachée au cœur des Béninois dès ce jour à l'horizon 2060. Le Bénin trace les canons de son développement intégral à échéance de centenaire d'indépendance. Au lancement du document de prospective ce matin à Cotonou, tout promet épanouissement et mieux-être aux enfants du pays dans tous les domaines de l'activité économique et sociale. Fuyez le tabac, l'alcool et très peu de gras dans vos assiettes si vous ne souhaitez pas croupir sous le poids de l'insuffisance rénale. Conseil de spécialistes avertis dans cette édition, ce n'est pas une maladie des seniors, elle peut attaquer à tous âges, précise le néphrologue. L'adrénaline monte dans l'antre des Amazones des moins de 20 ans. La sélection féminine de football dans la catégorie d'âge maximise sa préparation à Casablanca dans les conditions climatiques requises à quelques jours du troisième tour des éliminatoires du mondial féminin de cette année 2026. Le premier match se joue vendredi face à l'Égypte. Le Bénin se dote de sa feuille de route pour les 34 prochaines années. Après les consultations diverses, l'adoption de la loi cadre par l'Assemblée nationale, le chef de l'État a officiellement lancé ce matin la vision Bénin à la FIA 2060. Dans tous les domaines de la gouvernance, le document de prospective projette le développement du Bénin à l'horizon de son centenaire. Compte rendu de la cérémonie avec Ulrich Kaba. Le Bénin ne se contente plus de gérer l'immédiat. Il dessine son destin. Son nom de code, Vision Bénin 2060 à la FIA. Plus qu'un document de planification, c'est une promesse de splendeur et de résilience faite aux générations futures. En adoptant la Vision Bénin 2060 à la FIA, notre pays franchit une étape décisive vers l'idéal qu'il nourrit depuis plusieurs décennies dans son imaginaire collectif. Le Bénin affirme avec clarté et détermination sa volonté de bâtir son développement dans la durée. Fruit de consultations nationales approfondies, cette vision est le rempart contre l'instabilité des choix politiques. Désormais, chaque réforme, chaque brique posée devra s'aligner sur cette boussole prospective pour garantir une réelle indépendance au moment du centenaire de la nation. Cette vision, qui devient désormais notre boussole commune sur les 35 prochaines années. Elle n'est pas un simple document. Elle est un serment, un engagement, un cap. Elle affirme avec clarté qu'à l'horizon 2060, le Bénin sera un pays de paix, de prospérité partagée, de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international et de bien-être pour tous. Cet enthousiasme est partagé par les partenaires internationaux. Amina Toussar, au nom du système des Nations Unies, salue une audace nécessaire. Le Bénin s'inscrit ainsi fièrement dans le concert des nations avec un agenda en phase avec les défis globaux. Pour le chef de l'État, gouverner, c'est avant tout préparer l'avenir. Il appelle donc à une appropriation nationale des bancs de l'école au bureau de l'administration. La vision 2060 doit devenir un langage commun des Béninois. On écoute Patrice Talon. Par cette vision, le Bénin fait le choix de conjuguer souveraineté et ouverture, enracinement et rayonnement, identité et universalité. Mesdames et messieurs, pour qu'elle produise tous les effets attendus, cette vision doit vivre. Elle doit être portée dans les écoles, collèges et universités pour former des citoyens conscients, exigeants et responsables. Dans les villages et les villes, afin que chaque communauté s'en inspire et la traduise en initiatives concrètes. Au terme de la cérémonie, nos reporters ont recueilli les impressions de plusieurs personnalités. Dans l'ensemble, ceux qui ont bien voulu se confier à nos micros sont sidérés par la force de cette vision prospective. Ils saluent cette ambition qui va bien au-delà du mandat d'un gouvernant ou du temps d'un système politique. Suivons quelques-uns. Beaucoup de joie de voir
le parcours historique de notre pays, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, là où nous sommes arrivés, les bons gigantesques que nous avions faits, mais c'est surtout cette projection futuriste que nous avions partagée et qui a créé beaucoup de clameurs, de joie dans la salle et au niveau de toute l'assistance, mais surtout une joie teintée de beaucoup de fierté. Je peux dire aujourd'hui qu'en sortant de cette salle, je suis plus que jamais fier d'être béninois. La vision est participative et autant que nous sommes, ne pouvons qu'être embarqués par ce qui a été présenté. Il faut vivre aujourd'hui, mais il faut penser à demain. Et le chef d'État travaille comme s'il était encore au début de son mandat. Il vient de nous apporter la preuve de ce travail. Il vient de nous rappeler, s'il en était encore question, il vient de nous rappeler que nous devons vivre aujourd'hui, mais que nous devons penser à la génération future. Aucun pays, aucune nation ne peut évoluer, se développer sans une vision. Et c'est ce que le gouvernement du Bénin vient de faire aujourd'hui. Bénin à l'horizon 2060, où tous les secteurs ont été touchés. Tous les départements pratiquement ont été touchés. Et Bénin, à l'horizon 2060, devient un pays prospère, un pays de paix, de vitalité, de bonheur, de sérénité. Et je suis fier. Alors, le PNUD a été un des partenaires qui a accompagné la formulation de la vision. On était très contents de voir le volet participatif du développement de la vision en tant que partenaire de développement. On est content que la vision soit basée sur une société inclusive, construite sur la résilience aussi, avec une vision à long terme qui appelle l'engagement de chacun, tous les secteurs de la société. Donc, on restera un partenaire pour le gouvernement dans la mise en œuvre de la vision. Dans un autre volet de l'actualité, Cotonou abrite depuis hier, aujourd'hui et demain, un atelier consacré à la lutte contre le blanchiment des produits du crime et le financement du terrorisme. Cette rencontre initiée par Expertise France et la direction de la coopération et de l'entraide judiciaire du ministère de la Justice réunit les experts venus du Sénégal, de Côte d'Ivoire, de Guinée, Mauritanie, du Tchad et de France, qui se joignent à ceux du Bénin. La cérémonie d'ouverture en bref avec Idrissou Boukari. Au cœur des échanges de cet atelier régional, le renforcement de la coopération judiciaire internationale face à des formes de criminalité de plus en plus organisées et transfrontalières. L'atelier s'inscrit dans le cadre du projet DEPI piloté par Expertise France qui vise à lutter contre l'impunité dans la zone sahélienne en renforçant les capacités des institutions judiciaires à instruire et à juger efficacement les affaires criminelles complexes. La thématique qui nous unit ici aujourd'hui est d'une importance capitale. Le blanchiment des avoirs criminels et le financement du terrorisme constituent des menaces majeures pour la stabilité économique, la sécurité nationale et la paix sociale de nos États. Ces phénomènes alimentent et renforcent diverses formes de criminalité transnationale organisée. Pendant 3 jours, les participants auront à partager leurs expériences, analyser les mécanismes de lutte existants et identifier les obstacles à une coopération judiciaire plus fluide. Cet atelier constitue un cadre privilégié de partage d'expériences, de bonnes pratiques, de réflexion stratégique, dans un esprit de coopération, de solidarité et de responsabilité partagée. Il doit nous permettre de renforcer nos mécanismes de détection, d'enquête, de poursuite et de sanction des infractions liées au blanchiment des avoirs criminels, au financement du terrorisme. À l'issue des travaux de cet atelier, des recommandations concrètes, pratiques et adaptées aux réalités actuelles des pays concernés seront formulées afin d'améliorer durablement la réponse judiciaire face à ces menaces. Vous avez peut-être toujours pensé que les maladies rénales concernent uniquement les personnes âgées. Pourtant, de plus en plus de jeunes sont aujourd'hui touchés par l'insuffisance rénale, parfois sans le savoir. Entre mauvaises habitudes alimentaires et consommation de substances nocives, les causes sont multiples. Dr Jacques Vigan, médecin néphrologue, reçu ce matin dans la rubrique Santé sur notre matinale Actu Matin, il nous en parle. Les facteurs de risque sont nombreux.
c'est une question importante. Nous insistons sur ces facteurs de risque auprès des apprenants et aussi dans la population générale. Le premier facteur de risque, c'est l'hypertension artérielle. Le deuxième, c'est le diabète. Je peux dire, il y en a beaucoup, plus d'une quinzaine, on peut en citer. Mais les plus fréquents, il faut retenir l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, sujet plus de indice de masse corporelle supérieur à 30 kg par mètre carré. Et ces notions sont très importantes. Vous allez comprendre pourquoi on insiste sur un certain nombre de mesures hygiéno-diététiques après. Les maladies infectieuses, je vais parler de VIH, hépatite B, hépatite C, la drépanocytose, le faible poids de naissance, les maladies cardiovasculaires. Donc, tous ceux qui ont des maladies cardiovasculaires sont potentiellement des patients qui peuvent développer des maladies rénales. Les maladies du foie, les maladies de l'appareil urinaire, donc la plus connue, la prostate par exemple, les maladies de la vessie. Voilà. Tous ceux-là sont des sujets à risque. Est-ce que ça peut être aussi héréditaire? Alors, il y a des maladies héréditaires qui donnent l'insuffisance rénale, la maladie rénale chronique. Je peux citer par exemple la polykystose rénale, qui est une maladie qui se caractérise par la formation de kystes dans plusieurs organes, non seulement au niveau des reins, mais également au niveau du foie, au niveau des ovaires chez la femme, au niveau des poumons et d'autres manifestations extrakystiques. Après, il y a d'autres maladies génétiques sur lesquelles des équipes travaillent de façon beaucoup plus pointueuse. Et ces facteurs génétiques seraient très fréquents chez les hommes noirs. Et ces facteurs génétiques ont été identifiés autour de nous, au Nigeria, à Accra, à Lomé aussi. Chez nous, il y a un travail qui est en train d'être mis en place pour pouvoir confirmer que nous ne sommes pas à l'abri et qu'il y a également ces facteurs génétiques présents dans la population béninoise. Retenez bien, 0 tabac, 0 alcool, moins de gras, autant de bonnes habitudes à adopter pour prévenir cette maladie chronique, sans oublier le dépistage précoce. Dr Jacques Vigan revient sur ses conseils pratiques. Réduire le sel de notre alimentation. J'insiste sur ça. Réduire le sel, l'huile, l'alcool. Si on peut l'éviter, il faut éviter. Éviter le tabac. Voilà. Boire suffisamment d'eau. Je recommande au moins 1,5 litre à 2. Voilà ce qui est recommandé. Chez monsieur tout le monde. Quand on n'a aucun facteur de risque, quand on n'a pas d'atteinte rénale, on n'a rien, monsieur tout le monde, buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Déjà, dès le réveil, voilà, on a soif. Et ça, tout le monde rapporte. Quand on fait attention, même vous avez la gorge un peu sèche, vous avez envie de boire, buvez de l'eau. Et répartissez sur la journée. Buvez 1,5 litre à 2 par jour. Après, pour ceux qui ont... il faut aussi garder une activité physique régulière et éviter l'obésité. Malheureusement, on a galéré toute sa vie et à partir de la vingtaine, trentaine, troisième décennie, on a le boulot. On a un boulot et voilà, et on a des revenus. Voilà, on se permet un peu et après l'obésité s'installe avec tous ces côtés de maladies cardiovasculaires. Il faut éviter ça. Maintenant, tous ceux qui ont des facteurs de risque que je viens de citer, HTA diabète, maladies cardiovasculaires, hépatite B, hépatite C, drépanocytose et consorts, faites un contrôle tous les ans. Et ce que je demande, ce n'est pas grand-chose. Une bandelette urinaire qui coûte à peine 500 francs et contrôler la pression artérielle et doser une créatinémie par an. Ça ne sert à rien. Pour tout l'argent qu'on met dans le crédit et consorts, je pense qu'on peut faire un peu pression et faire ces examens, ne serait-ce qu'une fois par an. Et c'est très important. Ça va permettre très tôt de diagnostiquer la maladie au stade précoce et voir un spécialiste. Voilà pour ce qui est de ces précieux conseils pratiques. On parle éducation maintenant. Le Conseil des activités éducatives du Bénin CAEB de Nati Tengou est devenu depuis peu l'un des pôles d'attraction des élèves, étudiants et même de riverains du centre. Une dynamique devenue récurrente depuis l'érection d'un nouveau bâtiment entièrement équipé de documents de dernière génération et surtout d'une connexion Internet haut débit chaque mercredi après-midi. Et les samedis, plusieurs apprenants à la quête du savoir s'y rendent pour en profiter. Constat sur place avec Alassane Harouna. Grande affluence ce mercredi après-midi à la bibliothèque du CAEB de Nati Tengou. De jeunes apprenants venus des lycées et collèges de la place
prennent d'assaut ce centre de recherche documentaire. Dans le portail, de petits groupes tête baissée autour d'un smartphone s'activent. À l'intérieur, certains feuillettent des ouvrages scolaires pendant que d'autres travaillent sur des ordinateurs. C'est la nouvelle donne ici depuis que ce centre s'est doté d'une connexion Wi-Fi à haut débit. Je suis venue ce soir au CAEB pour traiter quelques exercices de groupe avec mes camarades et faire quelques recherches via notre téléphone. Au-delà de la couche scolaire, des étudiants de l'école normale supérieure ENS de Nati Tengou font également partie des abonnés du CAEB. Bon, au CAEB ici à Nati, c'est un endroit qui est réservé aux élèves et aux étudiants à cause de la bibliothèque qui est là. Devenu depuis peu l'un des pôles d'attraction de la couche juvénile grâce à sa connexion Wi-Fi, le CAEB accueille, même au-delà des heures officielles d'ouverture, des riverains qui viennent profiter de la connexion pour leurs besoins numériques. Toute la population de Nati Tengou vient connecter gratuitement et ça les aide, surtout nous qui n'avons pas beaucoup de moyens pour rejoindre nos frères qui sont à l'extérieur. Tu viens, tu peux communiquer gratuitement. Notre Wi-Fi est ouvert au public de manière gratuite. Le mot de passe est là. Avec sa nouvelle bâtisse moderne, dotée d'une documentation de dernière génération et d'une connexion Internet performante, le CAEB connaît depuis peu une augmentation exponentielle de son taux de fréquentation. De jour en jour, notre taux de fréquentation s'accroît. Vous avez vu ce nouveau joyau gratuitement offert par notre partenaire privilégié, la Fondation Vallée, qui accompagne le CAEB dans cette mission avec une connexion extra rapide et gratuite, bien sûr. Les élèves sont nombreux à venir se cultiver. Après une période de travail et de recherche, nos jeunes visiteurs peuvent conclure leur soirée en apothéose en profitant de ce spectacle dans un cadre à la fois convivial et enrichissant. Malgré les efforts engagés d'unification au sein de l'Église du christianisme céleste, sous l'égide du Conseil supérieur de transition CST, de nouvelles secousses éprouvent le processus en cours. La démission d'un éminent membre du Conseil supérieur de transition et la révocation du chef du diocèse de Côte d'Ivoire l'illustrent suffisamment. Face à ces situations, le Saint-Siège de Porto-Novo invite à la retenue et au sens élevé de responsabilité pour l'intérêt supérieur de la communauté. Suivez ici la déclaration lue par le vénérable suprême évangéliste Prosper d'Aguédénan. Prenant connaissance des récents développements de l'actualité au sein de l'Église, particulièrement d'une part, la révocation du chef du diocèse de la République de Côte d'Ivoire par le révérend Emmanuel Mobina Friday Oshofa, d'autre part, la démission du vénérable seigneur évangéliste Ola Tosho Mathieu Oshofa du Conseil supérieur de transition, le Saint-Siège Porto-Novo confirme sa décision portant approbation des résultats des États généraux tenus en décembre 2024 et destinée à l'unification de toutes les tendances de l'Église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Se rappelant les engagements pris le 26 avril 2025 devant le président de la République et surtout préoccupé par l'unité de l'Église, le Saint-Siège Porto-Novo invite toutes les parties concernées à privilégier l'intérêt de l'Église en faisant preuve de retenue afin de rechercher les solutions adéquates à toute difficulté susceptible de compromettre le processus de réconciliation. Le Saint-Siège Porto-Novo encourage les protagonistes au dialogue fraternel et à la recherche de solutions consensuelles en vue de préserver l'unité et la concorde au sein de l'Église. Il réaffirme sa disponibilité à accompagner spirituellement
Le processus d'unification de l'Église conduit par le Conseil supérieur de transition. Les Amazones U20 du Bénin intensifient les préparatifs en prélude à la qualification mondiale féminine de la catégorie. Ça monte en intensité à Casablanca pour les Amazones U20 du Bénin, elles qui s'attellent au dernier réglage en vue de la double confrontation du troisième et avant-dernier tour des éliminatoires. Le dossier sport du jour s'accentue sur le défi à relever par les 24 joueuses convoquées pour cette campagne qualificative à la prochaine Coupe du Monde féminine U20 cette année même. Candide Winter vous propose ici les coulisses. Plus rien n'effraie les Amazones du Bénin. Des seniors aux jeunes, toutes jouent désormais jusqu'au bout les cartes de qualification aux grands tournois continentaux et mondiaux, contrairement à un passé récent où les sélections béninoises voyaient de loin le dernier tour des qualifications. Si en 2025, les Amazones seniors sont passées toutes proches d'une qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations féminines face aux Super Falcons du Nigeria, championnes d'Afrique en titre, et les moins de 17 ans d'une qualification à la Coupe du Monde féminine contre les Zambiennes, les regards sont aujourd'hui rivés sur les joueuses de moins de 20 ans. On n'a pas droit à l'erreur, on n'a pas le droit de s'amuser. Le défi est grand mais plein de sens pour la bande à Abdoulaye Ouzero. Le goût de l'ambition et la petite grandissant pour la toute première qualification du Bénin mondial féminin des moins de 20 ans. En prélude à la double confrontation de l'avant-dernier tour des qualifications qui se joue ce mois, elles sont 24 joueuses à répondre à l'appel du sélectionneur après la phase de présélection. Parmi celles retenues, certaines honorent leur première sélection. Je suis très content, très honoré d'être parmi cette poignée de personnes qui sont là pour défendre les couleurs du Bénin. Avec l'échéance en vue et surtout un match aller prévu au Caire en Égypte à jouer sous un climat hivernal, les Amazones obtiennent un stage spécifique grâce au ministère des Sports. Après le premier regroupement, Romaine Gandonou et ses coéquipiers ont rejoint le Maroc pour une période d'acclimatation. Les séances au royaume chérifien sont marquées d'exercices spécifiques et surtout tactiques. Tout ce qu'il faut pour permettre aux Amazones d'aller sonner à la porte de l'exploit face à leurs homologues de l'Égypte en double confrontation. Une chose est sûre, on y travaille et nous serons forcément prêts le jour J. Après quelques jours d'acclimatation à Casablanca, Romaine Gandonou et ses partenaires vont rejoindre le Caire pour la manche allée de cette double confrontation prévue pour le 6 février 2026 dans la capitale égyptienne. Une première étape d'une marche qui pourrait davantage rapprocher les Béninoises du dernier tour qualificatif. Elle sera à négocier avec rigueur et abnégation pour prendre une option sérieuse sur le défi de qualification à la prochaine fête mondiale du football féminin des moins de 20 ans. Merci d'avoir suivi ce journal, d'y être resté accroché de bout en bout. Il est maintenant terminé. À 20h, Canal 3 Bénin vous propose l'info continue. Fin du mandat présidentiel. Quel défi pour Talon en ce moment? C'est l'interrogation de la soirée. Delphine Gagana et Paul Arnaud Degueno.